Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast Média de Values, saison 2, épisode 4. On vous a parlé de publicité programmatique, saison 1, épisode 6. On vous a parlé de la fin programmée des cookies, saison 1, épisode 7, et du RGPD, saison 1, épisode 8. Il était maintenant temps de vous parler d'un format très inclusif, c'est la tendance, d'un format qui s'insinue au cœur des contenus pour leur ressembler, d'un format pas comme les autres donc, le native advertising, ou native. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Damien Péponnet, directeur France Benelux d'Ad You Like. Bonjour Damien. Bonjour Jérôme. Merci pour ton accueil et le partage de ce format. Avec grand plaisir. Et pour commencer, dis-nous un petit peu ce qu'on doit entendre quand on parle de format Native Ad. Alors le format Native Ad, c'est un format qui a déjà une définition propre, comme c'est un buzzword qui devient très populaire depuis 4-5 ans. C'est important de lui redonner effectivement sa définition propre. La définition du native, c'est vidéo ou image, plus titre, plus description, dans la charte graphique du site sur lequel il s'intègre en respectant à la fois la taille, la typographie et la couleur de l'emplacement dans lequel la charte graphique du site va être respectée. Donc voilà la définition propre du native sur ce format totalement inclusif dans la charte graphique du site sur lequel il s'intègre. Ça, c'est vraiment sa définition. Après, il a 2 missions. Première mission, c'est replacer l'annonceur au centre du contenu. Exactement ce que ne faisaient pas les formats display qui, eux, étaient en périphérie du contenu ou du service, autour du contenu et du service. La philosophie du native, elle, est de replacer l'annonceur au centre du contenu, au centre du service. Donc ça, première mission principale. Et la deuxième mission, c'est par définition, et la crise du Covid le souligne bien, le fait que les annonceurs ont besoin de reprendre du sens et de la maîtrise dans leur message et leur communication de leur message, et d'utiliser des formats qui sont dans du partage équitable. Le partage équitable, c'est ce que j'appelle le fair share. C'est une philosophie popularisée notamment par l'Union des annonceurs, l'Union des marques, sur le partage autour des 3 grands acteurs de notre écosystème, à la fois les annonceurs, puisque le native est plus efficace que le display, en moyenne 5 fois plus de performance sur l'engagement, le CTR, le taux de clic, sur la visibilité qui est augmentée, sur la performance post-clic, sur quasiment tous les indicateurs, que ce soit le taux d'arrivée, le taux de rebond ou le temps passé. Pour les publishers, le partage est là encore équitable, puisque le format est intégré au sein du feed, au sein du contenu, au sein de la timeline. Il est multi-device friendly. La monétisation est plus haute puisque la performance publicitaire est plus élevée. Et puis pour le consommateur ou le consommateur, la user experience est optimisée, elle est non interruptive, elle est multi-device, et puis c'est un format choisi versus un format subi. Donc voilà la définition et les 2 missions principales pour introduire le sujet sur le native ad. On pourrait presque s'arrêter là, parce que tout est dit finalement. Non, mais on va rentrer un petit peu dans le détail et voir un petit peu aussi les tendances marché autour de ce format. Si on devait résumer, est-ce qu'on pourrait finalement comparer ça au ce qu'on trouve, qu'on appelle les publics communiqués dans la presse, par exemple, en opposition avec une page de publicité classique, finalement, qui serait l'équivalent des bannières, en fait, qui peuplent nos sites Internet? Alors, c'est une bonne question, effectivement, Jérôme. Là-dessus, il y a 4 manières d'utiliser, si j'ose dire, le format native ad dans sa déclinaison. Donc, 4 grandes approches que les annonceurs peuvent jouer. La première, effectivement, c'est ce que tu annotes dans ta question, c'est la partie content producer, c'est-à-dire un format agnostique qui prend le ton de la ligne éditoriale du site sur lequel il va s'apposer. En général, c'est utilisé sur des exercices effectivement d'OPS, de ce qu'on appelle de native content, d'opérations dédiées un peu customisées, sur lequel on va plutôt accompagner un annonceur à parler soit d'un nouveau produit, soit d'une innovation technologique disruptive, et l'idée est ne pas d'en parler au nom de l'annonceur, au nom de la marque, mais plutôt dans la ligne éditoriale du site sur lequel on va s'apposer, avec le même univers de charte graphique que j'introduisais tout à l'heure, taille, typographie, couleur, taille d'emplacement, pour que effectivement l'intégration soit parfaite.
Donc ça, effectivement, c'est une première brique sur laquelle le natif peut être utilisé. Il y a une deuxième brique qui est plus dans l'approche du social, avec des formats qui sont complémentaires. Il y a la partie performance, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va développer plus tard, qui est la troisième brique. Et puis, il y a la brique vidéo, qui est aussi largement popularisée, puisque même si à la base le native était plutôt display, de plus en plus effectivement il se diversifie de manière agnostique, comme sa manière de trouver place au sein des sites sur multi-supports, à la fois embarquer du display et de la vidéo. D'accord. Et il y a quelques années, beaucoup de gens disaient que la bannière traditionnelle allait disparaître finalement au profit du native, qui était, comme on l'a vu, tu l'as déjà expliqué, plus intégré, moins intrusif. Où est-ce qu'on en est? Là, voilà, c'est d'un point de vue marché, on en est où aujourd'hui? Pour les éditeurs, clairement, effectivement, il y a une volonté d'arbitrer les formats natifs dans leur déploiement, dans leur roadmap, aux dépens des formats display ad. On le disait, pour plein de raisons, deux formats stars prennent leur place. Clairement, le format in-feed qui est au sein du sommaire de l'éditeur, et puis le format in-text qui est à l'intérieur de l'article, sur lequel le territoire d'expression est libre, là encore, pour mettre soit de l'image, soit de la vidéo. Les formats connexes qui peuvent être déployés, qui sont des nouveaux formats aussi qui peuvent être inclus soit en parallèle des formats display, soit plutôt dans la logique de tuer les formats display pour au contraire être dans une charte de déploiement de formats qui n'est que native. Ce sont des formats aussi qui peuvent être en bas de page, qui sont souvent faits à la fois pour de la monétisation pub et à la fois sur de la syndication de contenu. Et puis, le native a aussi pris la place des formats classiques display dans les newsletters des éditeurs, sur lequel maintenant le native newsletter est un autre levier qui se déploie et qui se popularise. Donc, les tendances des publishers, c'est à la fois effectivement maintenant de déployer des formats natifs tout au sein de leur page, aussi bien en haut de page, en milieu de page qu'en bas de page, souvent au détriment des formats display. Et puis dans une logique de compétition, qui est un deuxième axe de réponse sur ta question, qui est une tendance lourde à optimiser ces emplacements par ce qu'on appelle le header bidding. Avant, il y avait des emplacements en tag fixe. Donc, je mets l'acteur numéro 1 du native, l'acteur numéro 2, l'acteur numéro 3, ce qu'on appelait du waterfall, logique de cascade, de monétisation. Quand maintenant, le header bidding est dans cette logique de dire, j'ai des emplacements à disposition, je veux le meilleur de la monétisation et donc le meilleur de la compétition vertueuse de tous les acteurs pour avoir le meilleur remplissage également. Et donc ça, tiens, typiquement, si tu nous prends un exemple, ça se concrétise comment sur un site, en fait, ce meilleur emplacement, c'est quoi par exemple? En fait, tous les emplacements deviennent dynamiques et sur lequel on veut avoir le meilleur de la demand côté publisher. Donc avoir à chaque fois cette compétition vertueuse entre tous les acteurs du native à préempter cet emplacement au meilleur de ses performances selon effectivement la visibilité, la complétion qu'il peut avoir si c'est de la vidéo ou ses performances d'engagement sur du clic et mécaniquement à bider plus ou moins cher pour avoir l'affichage de cet emplacement. À bider, c'est faire des enchères, hein. Exactement. Juste une petite question connexe. Est-ce que tu penses que les sites, on va continuer à avoir des sites internet habillés, on parle d'habillage, par de la publicité, on va dire classique, comme on le disait, en opposition justement aux natives? Alors, l'habillage effectivement est naturellement pas super smart et plutôt subi que choisi. Maintenant effectivement il y a toujours des acteurs comme Sublime qui sont très très offensifs sur le segment. Donc effectivement c'est une tendance qui résiste avec des performances qui sont toujours importantes. Maintenant la logique veut effectivement que les formats soient de plus en plus intégrés, de plus en plus choisis que subis et donc effectivement nous ça n'a jamais été notre technique et notre logique. Historiquement, AdUlike a plus un parti pris effectivement à être haut et milieu de page dans des formats intégrés. Donc voilà, mon avis est celui de se dire que ça reste un micro-segment marché concernant l'habillage, mais un segment en tout cas qui résiste. Et justement, comment enfin tu disais historiquement AdUlike a tendance à être haut de page, milieu de page, etc. Ça c'est discussion publisher par publisher. Comment ça marche en fait? Oui, les publishers maintenant ont plutôt une logique d'orchestration
de leur monétisation par des consultations entre acteurs et font plutôt en général deux lots. Un lot sur des formats qu'on appelle haut et milieu de page, sur lequel effectivement chacun est libre de répondre sur des niveaux de monétisation, des niveaux de remplissage, avec aussi des particularités d'innovation qui sont propres à chaque grande maison du native. Et puis, ils mettent aussi un autre lot en consultation d'appel d'offres sur ce qu'on appelle les formats de bas de page, qui ont triple utilisation, si j'ose dire, à la fois de faire de la syndication de contenu, à la fois pouvoir faire de la monétisation, et puis à la fois de pouvoir peut-être embarquer ou générer du trafic sur des OPS, comme tu le signalais dans une de tes questions précédentes. Donc voilà, il y a plus double consultation sur des acteurs qui plutôt sur du branding ou de la génération de trafic qualifié, ce qu'on appelle de la qualified visit, vont répondre sur le premier lot, et puis un deuxième lot qui est plus dédié à de la performance ou de la syndication de trafic, la redirection de trafic, sur lequel c'est un deuxième lot de consultation. Voilà en général comment est-ce que les éditeurs s'organisent pour déployer leur stratégie native en 2021. Oui, on se retrouve souvent avec des bas de page, notamment les sites médias, avec tout un tas de contenus. Bon, moi personnellement, parfois je ne comprends pas, et surtout pour des sites médias très prestigieux que je ne citerai pas ici, on se retrouve parfois avec des articles vraiment, on va dire, pouce au clic ou putaclic, vraiment un peu étrange. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Adulac, il y a quelques années, avait été très innovant. En utilisant une technologie qui s'appelle Watson, c'est ça, d'IBM, et qui permettait d'afficher la publicité native, donc en fonction du champ sémantique sur la page. Raconte-nous un petit peu comment ça s'adapte, comment s'adapte le format native au contenu. C'est magique en fait, comment ça marche? Alors l'idée effectivement est de lancer un script qui va analyser effectivement le champ sémantique de la page, pour que juste avant de lancer l'affichage publicitaire, on ait cette contextualisation. Donc voilà quelle est la technologie utilisée. IBM Watson était effectivement il y a quasiment 5 ans une des premières technologies à effectivement creuser ce sillon marketing, sur lequel depuis énormément d'autres structures, sociétés internationales ou locales se sont déployées. C'est une manière, de manière assez logique, d'accompagner l'adage classique que tu connais, Jérôme, le bon message adressé à la bonne audience, dans le bon format d'intégration et dans le bon contexte. Donc effectivement, cet adage classique qui fait la performance publicitaire et la performance marketing devait être coché pour deux raisons. À la fois, effectivement, le pouvoir du sens, le pouvoir du contexte commence à être une contre-culture et un contre-pouvoir au social, qui lui est plutôt dans une logique d'hyper-targeting par la data. Donc c'est intéressant de voir un modèle, je ne vais pas dire qui s'oppose, mais qui est complémentaire. Et puis dans cette logique cookie-word, cookie-less, le pouvoir du contexte et du sens est un élément de substitution, un élément de remplacement, un élément stratégique qui effectivement ouvrira de nouvelles perspectives à énormément d'acteurs, dont Adulike. Donc voilà, à la fois respecter l'adage sur lequel il manquait effectivement ce pouvoir du contexte, être dans ce cookie-less world qui va se présenter à nous très rapidement et qui est déjà en marche, et sur lequel effectivement le cookie va perdre de son pouvoir au grand profit du sens et du contexte, et sur lequel nous, par exemple, on s'est réinventé sur effectivement ce segment qu'on avait initié avec d'autres acteurs, notamment Grapeshot, qui est une techno très largement popularisée à l'international et en France, utilisé par beaucoup d'acteurs. Et puis, l'émergence aussi sur le sens et le contexte de techno locales, comme par exemple Seerdata ou Query, qui fonctionnent très bien également. L'avantage, c'est on a quelques chiffres pour effectivement renforcer ce parti pris. 72% des utilisateurs apprécient que la publicité corresponde à ce qu'ils lisent, et en général, le bêta de mémorisation est 2 fois supérieur. Donc c'est quand même voilà
un parti pris qui en plus fonctionne et est un vrai contre-pouvoir aux performances du cookie sur la partie data. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire confiance aux publishers d'une certaine manière, parce que pour que ton contenu native ad soit, disons, corresponde parfaitement au contexte, travaille autour du sémantique, soit au bon endroit, s'adresse à la bonne personne, etc. Finalement, il faut aussi que le publisher propose le bon contenu d'une certaine manière. Exactement, à la fois propose le bon contenu et à la fois soit dans un contenu de qualité sur lequel tout le pouvoir de l'open web versus l'applicatif et les réseaux sociaux, effectivement, c'est ce fait d'avoir cet éditorial de qualité, cette approche journalistique écrite qui n'est pas du user-generated content et sur lequel toutes ces règles d'inclusion, ces règles d'exclusion, ces règles de targeting par mots-clés vont prendre leur lettre de noblesse et tout leur sens et donc toute leur performance. Finalement, on pourrait dire que le native, c'est une sorte de caméléon finalement, qui s'adapte au contenu d'une page. Mais est-ce que ce format est aussi caméléon pour s'adapter aux tendances de consommation? T'en parlais un petit peu tout à l'heure, notamment les réseaux sociaux. Comment dans ce monde-là de réseaux sociaux très forts, qui grimpent, avec des nouveaux réseaux sociaux, etc., comment ça s'adapte? Là-dessus, nous, en tout cas, AdUlike, a eu un parti pris il y a plus de 10 ans de populariser le native, comme on l'a dit, avec au grand détriment des formats IAB classique display, et qui était lié aux usages qui étaient attendus à l'époque il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est ce qui a fait le pilier de notre croissance, et de notre réussite et de notre développement à l'international. L'année dernière, on a eu cette même démarche depuis plus de 2 ans en ayant ouvert le marché US, de se dire quels sont les usages 2020 qui correspondent aux attentes des users sur des formats adaptés, réinventés. Le bilan des usages, c'est toujours plus de consommation mobile, toujours plus de consommation verticale, toujours plus de consommation vidéo, et avec des logiques interactives sur les formats qui favorisent l'engagement naturel. Ces grands attentes, c'est les formats de productivité que sont ceux du social, pour être clair, que sont la stories, le post ou le carousel. Des formats effectivement verticaux qui peuvent embarquer aussi bien du display que de la vidéo et qui sont naturellement très interactifs pour mesurer l'engagement. Du coup, on s'est simplement dit qu'il fallait créer un pont entre ces formats qui avaient fait leur lettre de noblesse et qui s'étaient déployés au sein d'écosystèmes applicatifs, notamment les réseaux sociaux, pour les transposer dans l'open web, en bénéficiant dans ce pont de tout le meilleur de l'open web, à savoir effectivement la brand suitability notamment, c'est-à-dire effectivement tout ce pouvoir d'un écosystème brand safe pour les marques, avec le pouvoir du contexte et de la sémantique qui n'est pas permis dans l'applicatif social. Et donc, ce sont des formats dont les annonceurs sont vraiment emparés? Ça marche, quoi? Déjà, nous, on a eu 2 grandes étapes, si j'ose dire. Il y a eu l'étape marketing et de stratégie d'entreprise, et puis après, il y a la réalisation technique, technologique, puisque le marché attend, certes, ces formats aussi dans l'open web pour avoir l'ensemble du scale et du reach, aussi bien applicatif qu'open web, mais il cherche des clés de productivité, c'est-à-dire pouvoir lancer effectivement ce qui est les grands avantages du social, être très réactif, très opportuniste, pouvoir déclencher effectivement des campagnes de manière très immédiate et avoir des résultats de manière très rapide avec une lisibilité statistique immédiate. Donc, il faut effectivement transposer aussi ces mêmes user selling propositions de la même manière dans l'open web, avec une exécution qui peut être aussi bien programmatique que directe, et avec toute cette richesse data pour pouvoir optimiser les campagnes et avoir ces mêmes performances à la fois sur des clés de lecture qui sont similaires au social et complémentaires par le display. C'est vraiment la promesse que AdUlike veut endorser et sur lequel c'est un sillon marketing qu'on a beaucoup popularisé, développé auprès des annonceurs et des grandes instances du marché sur notamment les agences de réseau, les agences indépendantes l'année dernière et qui commence à trouver un vrai écho puisque maintenant ça représente 15% de notre chiffre d'affaires sur ce premier trimestre.
parce que tous les bilans 2020 et toutes les stratégies 2021 des annonceurs sont assez unanimes. Elles ont beaucoup arbitré sur le social depuis 3 ans. Elles veulent des clés complémentaires de solutions en 2021 pour pouvoir effectivement à la fois être moins dépendant des réseaux sociaux et puis creuser tout ce sens et ce contexte sur ces mêmes formats de productivité, stories, post, carousel, qui pour eux est une manière de marcher sur 2 jambes avec le meilleur de la data dans l'applicatif social, le meilleur du contexte, du sens et de la brand safety sur l'open web. Alors juste une petite question parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Et qui fournit le contenu? Parce que en réalité, effectivement, tu parles presque de la technologie, de la manière dont ça s'affiche, de sa présence, de son respect des codes, du contexte, etc. Mais le contenu, en fait, qui est-ce qui le fournit? C'est l'annonceur? Dans cette technologie qu'on a développée, le but sur notre plateforme qui s'appelle Clipper est double, si j'ose dire, à la fois de pouvoir transposer directement les formats qui ont été développés pour les réseaux sociaux de manière en drag and drop, c'est-à-dire avec les mêmes spécifications techniques. Donc, ce qui est développé pour les réseaux sociaux fonctionne pour l'open web, ou alors, sinon, de se dire, j'avais pas de set créatif dédié réseaux sociaux, dédié extension sociale, si j'ose dire. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'avec des assets display ou des assets natifs classiques, je peux créer ma stories, mon post sponsorisé ou mon carousel produit pour mettre en avant mes services ou mes produits dans une logique de catalogue ou d'e-catalogue. Très clair. On parle constamment en ce moment de la fin des cookies, t'en as déjà parlé, on parle beaucoup du RGPD. Le natif qui joue vraiment sur le contexte finalement est-ce qu'il n'était pas en avance en comparaison avec les autres formats qui, eux, sont plus gavés aux cookies? T'en as un petit peu parlé, mais spécifiquement, est-ce que effectivement, c'est pas pile poil adapté au moment? Alors, ça, c'est vrai qu'on a un peu l'alignement des planètes. T'as raison, Jérôme. Sur le cookie-less, c'est important de remettre ce sujet qui est stratégique, qui est dans les attentes vraiment de manière très forte constatée et déployée par le SRI, qui dans les bilans et perspectives 2021 disait effectivement high privacy, cookie-less comme étant un des sujets prioritaires à traiter pour les annonceurs en 2021. L'état des lieux, c'est quoi? Déjà, c'est repenser sa stratégie publicitaire et de ciblage pour les annonceurs. À date, 40% des cookies ont déjà disparu depuis le blocage sur Apple et Firefox. Donc, il reste 60% effectivement de cookies exploitables déjà. C'est adopter une démarche qui est consentless, c'est-à-dire vraiment travailler sa politique de CMP sur l'acceptation des cookies, des traceurs pour être smart, pour être effectivement plutôt choisi que subi. Donc là-dessus, à date, c'est plus ou moins de 22% d'acceptation à date sur le consentement et proposé de manière explicite et requise. Et puis, c'est anticiper sur les solutions alternatives dès maintenant. Là encore, les annonceurs sont un peu en retard. Seulement 40% des annonceurs et des marketeurs indiquent se préparer à la disparition des cookies tiers. Donc, c'est l'état des lieux actuel. Les alternatives, il y en a déjà qui existent, on en a parlé, mais elles sont présentes et efficaces déjà sur étagère. Il y a le pouvoir du contexte qu'on a déjà évoqué ensemble sur des quêtes de diffusion sur mesure, des sémantiques techno qui existent déjà et qui sont très performantes. Et puis il y a 2 autres approches qui existent et qui fonctionnent. C'est tout ce qui peut être logué déjà à date, notamment sur ce qui est webmail. Donc, l'intégralité des webmails, et ça, c'est encore une des forces du natif, c'est à pouvoir trouver place au sein de n'importe quel écosystème contenu ou service. Donc, le webmail est un service. Donc là encore, dans tous vos webmails, on est quand même dans un identifiant logué qui est socio et démo de qualité. Sur lequel le consentement a déjà été donné et sur lequel le format native existe. En général, c'est un format qui est en surbrillance au-dessus de vos mails et qui correspond à la clé de définition du native, logo de l'annonceur avec titre et description. Et puis, il y a aussi tout ce qui est native newsletter qui, là encore, fonctionne sur des bases opt-in avec le consentement préalable et explicite qui a été donné par l'utilisateur. Donc, 3 réponses déjà qui existent. Le pouvoir
mémoire du contexte avec le cadre de diffusion sur mesure, la partie sémantique avec les règles inclusives, exclusives, targeting mots-clés, et puis tout ce qui est webmail et native newsletter qui fonctionne aussi également très bien. Avant de te demander la manière dont tu vois le natif d'ici quelques années, juste une petite question, on en a parlé déjà dans Vcast. L'achat programmatique est vraiment dominant, évidemment, en display, en vidéo. Est-ce que le native est compatible avec ce mode d'achat? Qu'est-ce qu'on observe donc sur ce format-là? Et si oui, effectivement, de quelle manière ça se déploie? Alors, déjà, on peut répondre à cette question par le bilan et le constat du poids du native dans le marché. Avant de répondre à ta question sur la partie programmatique qui est importante, bien évidemment. À date, l'état des lieux sur les chiffres, là moi j'aime bien parler de chiffres nets parce qu'il y a une représentativité qui est plus lisible. Donc je vais mettre assez naturellement sur les sources du SRI, l'Observatoire ePub. Sur les chiffres 2020, le display, puisque souvent le native est déclaré bien évidemment dans le display, le poids du display fait 1,140 milliard. Ça fait 19% du marché français et le poids du native à l'intérieur du display est de 23%. Sur lequel le native a fait 5% de croissance en 2020 dans une année qui a été quand même complexe, comme on le sait, quand le display traditionnel a fait -4%. Donc ça donne déjà des notions de résistance et de traction portée dans la brique déclarative du display sur le comportement, le déploiement et la dynamique du native. Après, effectivement, le native a une forte croissance sur le programmatique. Chez AdUlike, notamment pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un SSP propriétaire, qui est une de nos forces, ce qui fait qu'on marche à la fois sur la jambe du direct, du business native par ordre d'insertion, et à la fois sur une deuxième jambe qui est celle du programmatique par notre SSP. À la fois, les lettres de noblesse du native sont présentes puisque le native est disponible sur tous les plus grands DSP du marché, que ce soit DV360, Xandr, donc des DSP génériques ou des DSP plus spécifiques, plus spécialistes, qui sont dédiés uniquement, eux, au native advertising. Donc, effectivement, déjà, ça, c'est l'état des lieux et sur lequel la dynamique d'arbitrage sur le native commence à être présente. Maintenant, elle est limitée par le fait que les spécifications techniques de plusieurs acteurs sont un peu différentes. Il n'y a pas vraiment de cohérence propre, ce qui fait que elle est en marche, mais elle n'est pas aussi dominante et forte que le poids est représenté sur la vidéo, par exemple, ou le display, sur lequel, pour le coup, le poids du programmatique est largement supérieur à 50%, ce qui n'est pas encore le cas sur la partie native. Bon, alors, dernière question, on aime bien se projeter un peu, faire de la prospective dans Vcast. Alors, d'après toi, je te demande de t'engager un petit peu, à quoi ressemblera le format native dans 10 ans, on va dire. Jérôme, compliqué de répondre à cette question. Moi, je mettrais pas un phasing à 10 ans parce que on est dans un marché qui a des cycles qui sont beaucoup trop rapides et sur lequel l'adaptation, l'agilité est primordiale. Donc 10 ans me semble complexe. Maintenant, on a des certitudes et on a une vision chez AdUlike qui fait que ce pont qu'on a construit avec le social nous semble être le pont de l'avenir, sur lequel on y va avec conviction. Donc je dirais qu'effectivement, la réinterprétation des formats natifs qu'on a initié il y a plus de 10 ans pour supplanter le display ads va très certainement être la nouvelle norme avec ces nouveaux formats de productivité pour les annonceurs qui correspondent exactement au feed du social, qui va être réinterprété avec ces mêmes codes par tous les éditeurs dans le feed de l'open web, avec donc des formats in-text, in-feed, qui embarquent des formats carousel, des formats post, des formats stories, avec une popularité trouvée, des performances trouvées, et effectivement cet écosystème vertueux qui fait que les annonceurs vont trouver effectivement ce meilleur du contexte et de la sémantique avec ce nouvel ordre établi, si j'ose dire. Donc
On le voit déjà, beaucoup d'annonceurs arbitrent une part de leur plan en social sur de l'extension sociale. Et donc, ce qui me fait dire que ces changements de comportement, que ces réflexes qui sont en train d'être pris sont le futur proche de l'évolution du marché du native. Bah voilà, on l'a compris, le native est un format qui prend de plus en plus de place parce qu'il correspond à un vrai besoin des marques, mais aussi des consommateurs, de nous, dans notre consommation du web. On a compris aussi que les réseaux sociaux vont influencer la forme, là aussi, la consommation des gens, et que ce format est finalement assez adapté à ce monde sans cookies, ou avec moins de cookies, ou en tout cas avec une façon différente de penser la data. Merci beaucoup, Damien, pour ton intervention, tes explications. Bah écoute, merci Jérôme pour ton accueil, pour le partage de ce format hyper constructif. J'étais content d'intervenir et populariser effectivement ce levier qui est passionnant, qui est agnostique, qui est polyforme et sur lequel tout le champ des possibles et des performances est aligné. Donc merci Vcast et à très vite. Merci beaucoup Damien et à bientôt. Et quant à vous, je vous dis à bientôt aussi pour un nouvel épisode de Vcast. Abonnez-vous, partagez-le, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, envoyez-nous même des propositions pour de prochains épisodes. Ciao.